Ottawa révélait son nouveau plan environnemental aujourd'hui. Il veut, le gouvernement, augmenter ses cibles de réduction des GES pour 2030. Mon invité, Stephen Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien et coprésident du Conseil consultatif fédéral en matière de lutte contre les changements climatiques. Bonsoir, Stephen Guilbeault. Bonsoir, Anne-Marie. J'aimerais bien vous parler de culture ce soir. Si on a une petite minute à la fin, je vous en parlerai ou on se fixera un autre rendez-vous parce que c'est quand même votre principal portefeuille. Mais il faut rappeler que vous êtes entré en politique aussi pour défendre les changements climatiques. Alors, essentiellement, aujourd'hui, vous augmentez vos ambitions, vous exprimez de plus grandes ambitions, alors qu'on arrive à peine à rencontrer celles qu'on s'était fixées timidement ou faiblement jusqu'à maintenant. Comment vous allez y arriver? D'abord, les objectifs que nous nous sommes fixés à Paris ne sont pas pour 2020, mais pour 2030. Donc, on a encore 10 ans pour les atteindre. Et ce que nous avons fait depuis 2015, c'est mis en place plus d'une trentaine de mesures pour arriver à atteindre ces objectifs-là. On peut parler de choses très concrètes, comme nous le demande Greta Thunberg, des investissements dans le transport collectif. Bien, on n'a qu'à regarder Montréal, prolongement de la ligne bleue, des investissements en transport actif, donc les pistes cyclables, le REM, le projet structurant de tramway à Québec. Et je pourrais continuer comme ça. Alors, nous avons posé des gestes concrets qui... Puis c'est vrai qu'au début, après 10 ans d'inaction conservatrice à Ottawa, c'est sûr que quand on repart tout ça, il y a une certaine lenteur, mais nous avons amorcé le virage. Et là, ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est qu'on va aller encore plus vite dans ce virage-là. Donc, plus de mesures, à la fois des mesures financières, donc des incitatifs financiers pour les entreprises. Oui. Oui, exactement. Des mesures réglementaires. On annonce notamment qu'on va resserrer des règlements existants sur la pollution de méthane, qui est un gaz à effet de serre très puissant. Une norme sur les carburants propres, donc pour que tous les carburants qu'on utilise au Canada, que ce soit dans les transports ou en industrie, émettent de moins en moins de pollution. Et finalement, l'augmentation de la tarification carbone. Oui, justement, c'est parce que c'est à cela que le premier ministre Ford réagissait dans le court extrait qu'on entendait, parce que pour lui, la tarification carbone, c'est une menace à l'économie, à la compétitivité. On a un tableau, mais on va juste expliquer rapidement l'augmentation du prix à chaque année pour arriver en 2030 à 170 $ la tonne. Je pense que c'est Pierre-Olivier Pinault récemment qui émettait une analyse, mais je ne veux pas le tromper son analyse, mais c'est pas encore aussi efficace que ça devrait l'être, la tarification du carbone. On n'atteint pas si facilement que ça nos objectifs, non? Je pense que M. Pinault faisait référence à celle qui existe présentement, où en 2022, on sera à 50 $ la tonne. Ouais. Et je suis d'accord avec lui, c'est pas suffisant. Moi-même, lorsque j'étais chez Équiterre, nous avons financé des études. Et ces études-là, ce qu'elles nous disent, puis je pense que le directeur parlementaire du budget arrive à la même conclusion, là. Il faut que la tarification carbone soit au-delà de 100 $ la tonne, ce qui sera le cas au Canada très bientôt. Donc, en 2030, nous serons à 170 $. Alors, nous en allons dans cette direction-là. Mais en même temps, est-ce que M. Ford a en partie raison? Parce que l'économie et votre déficit, ça va être terrible après la pandémie. Il va y avoir beaucoup de choses à rattraper. Lui, il a peur qu'après la pandémie, on soit encore pris avec un obstacle à la compétitivité et à la relance de l'économie à cause du prix du carbone. Qu'est-ce que vous lui dites? M. Ford et M. O'Toole et M. Kenney en Alberta ont tout faux. On n'a qu'à regarder ce qui se passe sur les marchés présentement. Les investisseurs délaissent de plus en plus le pétrole, le gaz naturel et s'en vont vers les technologies propres, vers les énergies renouvelables. Alors, bien au contraire, si on veut conserver des emplois de qualité, si on veut conserver une vitalité économique pour nos communautés et pour le pays, il faut prendre ce virage-là, parce que sinon, l'économie du 21e siècle sera une économie verte ou elle ne le sera pas. Et on peut regarder ce qui se passe en Allemagne, en Corée du Sud, en France, où là aussi, ce sont des dizaines de milliards de dollars. On n'a qu'à regarder le plan de lutte au changement climatique de M. Biden, qui se chiffre dans les milliers de milliards de dollars pour voir que tout le monde prend ce virage-là, à part quelques provinces récalcitrantes au Canada. Mais l'avenir est là, et non l'inverse. Mais parlant de M. Biden, on vient d'apprendre que la Cour suprême rejette les recours des alliés républicains de Trump. Alors, vous avez vraiment des chances de travailler avec lui. Mais vous parlez du pétrole, et quand vous étiez écologiste militant, vous disiez qu'il fallait que tout ce pétrole-là, ça reste en dessous. Mais là, vous êtes propriétaire, comme nous d'ailleurs, de Trans Mountain. C'est une grosse tache d'huile, ça, dans votre plan. J'ai jamais dit qu'il fallait que tout le pétrole non, mais vos collègues reste dans le sol.
Ce que j'ai dit et ce que plusieurs scientifiques avancent, c'est qu'il faut que de plus en plus de ce pétrole-là reste dans le sol. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on offre l'opportunité à l'ensemble de l'économie canadienne de prendre le virage. Qu'on produise de l'aluminium, qu'on produise de l'acier, qu'on soit dans le gaz, qu'on soit dans le pétrole, de prendre ce virage-là. Et d'ailleurs, je constatais des réactions très positives à la fois de Greenpeace et de Suncor. Oui. Oui. Alors, à part les extrémistes comme M. O'Toole et comme M. Ford, je pense que l'ensemble, à la fois des écologistes, des gens dans le secteur privé, des experts, des investisseurs, tous ces gens-là disent, écoutez, c'est un plan qui a bien de l'allure. C'est un plan où on a un heureux mélange de carottes et de bâtons, parce qu'on ne peut pas juste avoir des carottes, puis on ne peut pas juste avoir des bâtons. Mais ma question, c'était Trans Mountain. Comment développer Trans Mountain sans nuire aux cibles qu'on se fixe? Bien, écoutez, vous avez raison, on a acheté un pipeline, mais lorsqu'on regarde les investissements que nous faisons dans la lutte au changement climatique versus les investissements pour Trans Mountain, c'est du 15-16 pour 1. Là. Pour $1 dans le pipeline, il y en a 15-16 dans la lutte au changement climatique. Alors, il y a un effort herculéen de la part du gouvernement pour prendre ce virage-là. Puis ça veut pas, on va continuer d'utiliser du pétrole pendant encore un bout de temps. Je veux dire, on a qu'à regarder dehors le nombre de véhicules à essence. On commence à prendre un virage vers l'électrification, plus de transports en commun, plus de transports actifs, mais il va rester de l'utilisation du pétrole pendant encore un certain temps. Ce qu'il faut faire, c'est permettre au secteur de prendre le virage également. La formidable émission scientifique à la radio de Radio-Canada, Les Années-Lumière, parlait d'une étude dimanche dernier, puis a été reprise, je pense, qui parlait de la qualité de l'air, la pollution de l'air, qui tue davantage que la pandémie, mais on a l'impression que c'est plus facile d'avoir des fonds pour la pandémie que pour, justement, lutter contre la pollution de l'air. Est-ce que vous... J'ai entendu l'excellent reportage. Je ne me trompe pas, là, quand je sais. Évidemment. Ça tue plus la pollution de l'air. Oui, tout à fait. Et évidemment, le problème des changements climatiques, c'est qu'on ne le voit pas. On ne voit pas la COVID non plus, mais les impacts sont plus visibles immédiatement. Que les changements climatiques, où c'est quelque chose de passablement immatériel. Et c'est un peu ça le défi, mais cela étant, je pense qu'on le constate aujourd'hui, la réaction d'un et des autres est très favorable au plan fédéral parce que c'est un plan sérieux. Nous y avons travaillé pendant des mois. L'équipe de M. Wilkinson et lui-même ont fait un travail extraordinaire auquel j'ai collaboré également. Mais donc, je pense que c'est le fruit de tout ça qu'on récolte aujourd'hui. Alors, prenons le mot du jour, les cibles. Avez-vous atteint vos cibles comme ministre en environnement? Est-ce que là, c'est vos ambitions? Oui. Je suis en train de mettre en œuvre plusieurs des éléments que le premier ministre m'a demandé en tant que ministre du Patrimoine. Écoutez, sur la question des changements climatiques, nous avons fait campagne en 2019 en disant nous allons aller plus vite, nous allons travailler plus fort sur la question des changements climatiques. Je pense que l'annonce d'aujourd'hui, vraiment, livre la marchandise à ce niveau-là. Et là, vous avez annoncé l'argent pour planter les arbres. Vous en aviez promis 2 milliards. Ils ne sont pas commencés encore à être plantés, là, mais ça pourrait donner du travail à beaucoup de monde. C'est-à-dire que le fédéral finance déjà la plantation de millions d'arbres par année, mais là, ce qu'on annonce, c'est près de 4 milliards de dollars pour en planter 2 milliards d'ici 2030. Et effectivement, ça va créer emploi partout au pays. Parfait. Une question sur la culture, mais on se donne rendez-vous là-dessus. La PCU a été une planche de salut pendant des mois, mais là, le nouveau programme n'aide pas tant que ça les gens qui n'ont pas travaillé le minimum de semaines requis. À quand une nouvelle planche de salut en attendant que toutes les activités reprennent, que les arts vivants reprennent? Un mot d'encouragement ou un espoir là, au bout, là? Ah non, écoutez, le Comité Action Chômage du Québec a parlé de la PCU comme étant l'équivalent d'un plan Marshall. Et la nouvelle version est très semblable à l'ancienne. On va continuer de supporter nos artistes qui ne peuvent pas travailler au moins jusqu'au milieu de 2021. Les critères sont tout à fait semblables, les montants sont tout à fait semblables. Donc, évidemment, on veut permettre aux gens... Il y avait quand même un certain incitatif pervers avec la PCU qui faisait en sorte que certaines personnes qui pouvaient travailler ne le faisaient pas. Alors là, on veut encourager les gens qui peuvent travailler à le faire, mais supporter ceux et celles qui ne peuvent pas. C'est beaucoup le cas dans les arts et la culture. Steven Guilbeault, merci beaucoup. Bonne soirée à vous.